Chaque mort qu'on aura négligé d'exterminer sur l'heure, peu après deviendra un zombie. Ressuscité, il se mettra à attaquer, et ses victimes deviendront des zombies à leur tour. Bonjour et bienvenue dans Kino Boo, le podcast grand et froid. Je suis votre hôte Jean Cthulhu Weber et mes morts qui podcastent sont... Jeff Dominant, quand il n'y a plus de place en enfer. Philippe Settemort, les ciné-buddies reviendront sur Terre. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le zombie de George Romero sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes ciné-zombies, pour parler du chef-d'œuvre de George Romero. Mais avant d'entrer ensemble dans la crypte, une piqûre de rappel. N'oubliez pas de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube, avec tous les 15 jours, une nouvelle fantastique vidéo de l'ami Romain Face-Off. Et maintenant, Philippe ouvre sa grande goule pour nous résumer le film, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur pour l'échafaud. Mais avant tout, je tiens à vous signaler, je sens que le podcast va être long, que j'ai amené un petit encas. Bon, allez, pitchons maintenant. Alors que les morts-vivants envahissent la Terre et se goinfrent de vivants-vivants, qui deviennent ensuite des morts-vivants eux-mêmes, un petit groupe se réfugie dans un centre commercial assiégé par les zombies. And that's the movie. Parfait. Pitch, oh mon pitch, lorsque tu souris. Et maintenant, Quasimodo Domenech, un autre monstre cher à mon cœur noir, nous raconte la genèse du plus grand film de zombies de tous les temps. Brains. Attends, et j'enlève mon masque, comme toi, parce que j'en peux plus de chaleur. C'était quoi, en pieuvre? J'étais Cthulhu. C'est Ed Wood. C'est du Ed Wood. Alors, on va faire un léger retour en arrière. On va parler de Romero avant qu'il fasse du cinéma. Il faisait beaucoup de publicité. Et d'ailleurs, je vous conseille une publicité sur la lessive Calgon. Vous savez, la fameuse lessive qui lave l'eau avant de laver le linge. Et c'était en fait un petit remake qu'il a fait du fameux film, vous vous rappelez, Le Voyage Fantastique avec Raquel Welch, ou L'Aventure Intérieure. Ouais. Et donc, c'est un petit vaisseau miniaturisé qui rentre dans une machine à laver pour voir pourquoi elle ne fonctionne pas. Et donc, c'est un truc tourné par Romero qui est très drôle d'ailleurs. The Calgon Story. C'est cool. Et il profitait en fait de ces moments de pub pour tourner ses petits films. Donc, il récupérait le matériel qu'il avait pour faire ses publicités, pour faire ses petits films. Et il écrit une nouvelle qui s'appelle Nuit des Anubis. Et on lui reproche que c'est un plagiat de Je suis une légende de Matheson. Et il garde juste cette première partie et il écrit La Nuit des Morts Vivants. Voilà. They're coming to get you, Barbara. Et La Nuit des Morts Vivants, c'est vraiment la genèse de la carrière de Romero. Ils avaient très très peu de moyens pour le faire. Ça a été un succès culte avec le temps, évidemment. Il est malgré tout, il est toujours resté indépendant. Il a toujours fait ses petits films avant de faire Zombie. Et donc, il avait fait un truc qui s'appelait There Always Vanilla, Season of the Witch, qui était très très mal distribué. Et il a dit à propos de Zombie, j'ai mis 5 ans à me décider à faire la suite, La Nuit des Morts Vivants. Et il fallait rajouter 5 ans pour trouver le financement. Voilà. Et c'est lors d'un dîner, avec un ami artiste qui s'appelait Georges Nama, qui a fait connaissance d'un businessman, Mark Mason, et qui lui a conseillé de beaucoup mieux gérer sa boîte de production, parce que c'était pas normal qu'il n'ait pas fait d'oseille avec son film. Voilà. Et ce fameux Mark Mason lui donne rendez-vous dans ses nouveaux bureaux, qui sont à Pittsburgh, vers Pittsburgh. Et c'est un immense centre commercial. Alors à l'époque, aujourd'hui ça peut paraître banal, mais à l'époque ça se faisait pas énormément. C'est ce qu'on appelle un mall aux États-Unis. Toi, Jean, tu dois le savoir. Okay. Oui. Et lorsqu'il visite ça, le mec l'explique, en fait, voilà, on a aussi des rations de guerre au garage, etc. En cas d'attaque nucléaire, les gens peuvent venir se réfugier ici. Et Romero se retourne vers lui et lui dit, et en cas d'attaque de zombies? Le mec, il dit, ben, aussi. Et c'est là, en fait, ça lui a déclenché l'idée de départ, c'était là. Entre-temps, il va faire un autre film qui s'appelle Martin, qui va pas du tout marcher. Alors, c'est pas un biopic sur Jacques Martin, hein, c'est le présentateur de l'École des fans. C'est un film sur un vampire. Et comme ça va être un échec, les producteurs vont être frileux même pour produire la suite de La Nuit des Morts Vivants. Et c'est son agent, à Romero, qui envoie le script à un producteur italien, Alfredo Cuomo. Il le fait traduire pour un jeune réalisateur qui s'appelle Dario Argento. Donc, il le fait traduire pour lui. Et qui va être très intéressé parce qu'il est fan de La Nuit des Morts Vivants.
Et il va venir jusqu'à Pittsburgh pour rencontrer Romero et le producteur Richard Rubinstein. Voilà. Et pour bien faire les choses, Romero et Rubinstein vont louer une vieille Lincoln, une belle bagnole. Et ils sortent de l'aéroport, ils plantent la voiture contre un arbre. Et donc, ils vont faire le tour de Pittsburgh dans une voiture complètement défoncée. Et lorsque Argento arrive, visite ce supermarché avec lui, il comprend le film que veut faire Romero. Il va l'inviter en Italie pour écrire le script. Et il va lui laisser les mains complètement libres. Voilà. Ouais. Et donc, derrière ça, voilà, Romero aura une seule exigence, c'est d'avoir les droits d'exploitation du film dans les pays non anglo-saxons. Au départ, c'était pas vraiment, c'était 4 fuyards qui se réfugiaient dans un mall. Ensuite, c'était aussi une famille avec un enfant. Et puis, il a changé, évidemment, pour le film qu'on a vu. Voilà. Le début du tournage a lieu le 30 septembre 1977, 15 jours avant la naissance de Tom Hardy. Le film sortira donc un an plus tard en Italie, en septembre 78, à cause de la commission de censure en avril 79 aux USA et en France beaucoup plus tard, le 11 mai 83, où le film a été interdit aux moins de 18 ans. Évidemment, c'est grâce à René Château que le film connaîtra un immense succès en VHS dans les années 80. C'est là où on l'a peut-être tous découvert d'ailleurs. Et c'est un film de Noël. Parce qu'effectivement, ils se retrouvent pendant les fêtes de Noël, mais ils n'ont pas envie d'avoir des problèmes de continuité, de raccord. Donc, ils enlèvent toutes les décorations de Noël pour pas s'emmerder, effectivement. Et ils peuvent tourner simplement la nuit dans ce supermarché. En fait, pendant la période de Noël, ils n'ont pas tourné dans le supermarché parce qu'ils ne voulaient pas enlever la déco tous les soirs. Donc, ils ont arrêté juste avant les fêtes et ils ont repris début janvier. Ils ont tourné d'autres scènes, évidemment, pendant les fêtes de Noël. C'est ça. Mais Philippe, j'ai un quiz pour vous et pour Jeff aussi, le premier quiz de l'émission. Savez-vous quel est le film préféré des zombies ? J'ai peur. Vas-y. Le cerveau de Gérard Houry. Ce qui nous amène sans plus tarder au casting du film avec Philippe, cette mort sur ordonnance. Alors écoute, ça va aller très vite quand même, parce qu'ils seront tous totalement inconnus, tous pas très bons. Et nous avons quand même, pour faire buddy movie, nous avons Ken Foree. Band's ready. You going like that? Acteur afro-américain qui joue un soldat un peu dur à cuire, comme ça, et qui est copain avec Scott Reiniger, qui a une drôle de tête, qui est tout petit, qui est marrant, et qui joue son sidekick, quoi, qui finit par se faire mordre, le malheureux, et devenir un affreux zombie bleuâtre. And here we have one of our main... spoilers. And here we have another main character. Spoilers. Donc ça, c'est les deux qu'on retient. Les autres, que dire, quoi. C'est des acteurs amateurs, je pense, recrutés sur place. Ils font le job, mais on ne peut pas dire qu'on distingue un acteur par rapport à un autre dans ce film. Non, c'est vrai, mais Jeff, je trouve que je trouve que s'il avait eu effectivement les acteurs un peu plus connus de l'époque, peut-être qu'on n'aurait pas eu une identification aussi grande, parce que là, tu as des moments où ça fait vraiment très documentaire, et le fait qu'on les connaisse pas, on se dit qu'on est peut-être en train d'assister, enfin, en tout cas, quand j'étais petit, et que tu vois cette espèce de démarrage dans le ghetto avec ces zombies, tu te dis, mais où je suis là? On a l'impression de voir véritablement un truc qui s'est passé. Et Scott Reiniger, j'ai lu, Philippe, qu'il était soi-disant le prince de Gore, un prince afghan dans les montagnes. Il était soi-disant. Tu as vu ça, Jeff, non? Oui, bien sûr, j'ai vu ça. Ouais. Il faut savoir qu'au départ, donc Romero voulait des illustres inconnus, comme a dit Philippe, déjà par manque de budget. Ouais. Il ne voulait pas de stars. De toute façon, Romero n'a jamais engagé de stars. Si on regarde, à part dans Creepshow, il a pris quelques acteurs connus. Mais la prod a voulu lui imposer au départ, comment il s'appelle, Franco Nero. Il a dit non. Ouais. Et comment il s'appelle le gars qui a eu des problèmes, pas O.J. Simpson, je crois, ou l'autre, je ne sais plus. Peut-être O.J. Simpson pour le rôle de Ken Foree, ouais, c'est possible. Ouais, c'est ça en fait. Ou un autre, je s'en reviendra tout à l'heure. Et il a dit non. Il fait non, moi je veux des acteurs. Vu les conditions de tournage très très difficiles, parce qu'il faut savoir que lorsqu'ils vont tourner, alors déjà dans la nuit des morts vivants, c'était horrible parce que cette maison qu'ils avaient, il n'y avait pas d'eau courante. Ouais. Donc ils allaient se laver dans une rivière, un peu comme à l'époque des Dead, quelques années plus tard. I'm giving you 3 minutes, Martinez. I'm giving you 3 minutes, Martinez. Toute la première partie du film, quand ils tombent dans cette cité là, cette cité HLM où ils défoncent tous les portoricains, il y avait de l'électricité, mais il n'y avait pas de chauffage. D'accord. Wow. Et même les bureaux dans le centre commercial, je ne sais pas tourner dans le centre commercial,
Et ce qu'a dit Ken Forêt, c'est que le Jack Daniels, c'était du vrai Jack Daniels pour se réchauffer dans les scènes où ils en boivent. Extraordinaire. Et Ken Foree, tu sais, Philippe, on l'a revu après dans les films du bien nommé Rob Zombie pour notre émission, puisqu'il est devenu une espèce d'acteur culte comme ça. Et ce sont ces gens qui, après avoir fait un film ou deux comme ça de cette ampleur, se retrouvent à signer des autographes et des photos dans des conventions d'horreur toute leur vie. Et c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Et ils deviennent assez culte et iconographique, en particulier pour les aficionados comme nous. Oui, c'est ça. Mais ce qui est marrant, c'est que dans La Nuit des Morts Vivants, que j'ai revu pour le show, pour être bien me resituer dans l'univers zombie, c'est un film qui n'a absolument pas vieilli et qui est remarquable à tout point de vue, je trouve, même photo, alors que c'est fait à l'arrache, etc. Ouais. C'est un superbe film. Et l'acteur principal, afro-américain également, dont j'ai oublié le nom, lui est excellent par contre. Tu vois, donc même les amateurs, des fois, quand tu tombes bien, Mais ce qui est formidable, Jeff, avec ces films de zombies, c'est que ce sont des métaphores, effectivement, sur notre société, aussi bien sur les droits civiques dans le premier film, où on voit que ça parle effectivement du racisme et de cette époque turbulente des États-Unis. Et dans celui-là, on a une véritable critique de la société de consommation, avec ces morts qui reviennent vers le supermarché. Et c'est vraiment toujours très satirique et très bien fait, et très humoristique. Il y a un humour noir qui traverse tout le film. What are they doing? Why did they come here? Some kind of instinct, memory. What they used to do. This was an important place in their lives. Mais c'est surtout c'est un visionnaire, Romero, parce que si tu prends, dans le film date de 77, mais excuse-moi, quand on voit les images du Black Friday derrière leur vitrine, c'est quand même des zombies, les gens qui s'entretuent, qui se massacrent pour l'acheter la plus grosse, c'est les possibles. Aujourd'hui, quand tu vois les pillages qu'il y a après les matchs, ou dans les manifestations, les Black Blocs qui défoncent tout, qui défoncent tous les magasins, toutes les vitrines, pour justement par rapport à cette société de consommation, eh ben, c'est l'équivalent des zombies de Romero, si tu vois ça. Et même, regarde, le dernier iPhone qui est sorti là chez Apple. Aujourd'hui, si tu referais zombie, je te jure, tu filmerais Apple le jour de la sortie d'un truc. Et les zombies, ils se rappelleraient que, ah oui, il y a un nouvel iPhone qui sort, tu sais. Alors la veille, ils ont manifesté pour le manque de pouvoir d'achat, mais ils sont prêts à acheter un iPhone à 2000 balles. Et je verrais bien les zombies aujourd'hui devant chez Apple le jour de la sortie, attendre que ça sorte, tu vois. Mais, et donc, tu imagines 50 ans avant, Romero avait déjà cette vision-là sur cette société consumériste américaine et qui, évidemment, s'est déplacée jusqu'en Europe, puisqu'on fait le fameux Black Friday. Et si tu regardes les images du Black Friday, les mecs derrière la vitrine avant l'ouverture. Bien sûr. Et puis, comme c'est dommage des morts, effectivement, il y a souvent des blessés et des morts lors de ces émeutes. Depuis hier, dans les magasins Intermarché, le pot de 950 grammes de Nutella est vendu 1,41 €, une réduction de 70% qui n'a pas échappé aux consommateurs. Résultat, les fans de pâte à tartiner se sont rués dans les magasins jusqu'à entraîner de véritables émeutes. Comme vous pouvez le voir à l'écran, dans certaines villes, la police a même dû intervenir. Je pense que c'est pire que le premier jour des soldes, là. C'est horrible, bien sûr. Donc voilà, tu peux dire que vraiment Romero était visionnaire par rapport à ça. Il parlait du casting, notre cher Philippe. Il faut savoir qu'il y a quelques zombies qui ont fait quand même une petite carrière. Le mec du SWAT blond là qui se met une balle, le jeune qui s'appelait John Rice, faisait partie de l'équipe technique du film. Il a bossé sur Ed Wood avec Tim Burton et il donne des cours à l'université de Point Park. Ok. C'est cool. Le zombie qui rentre vers lui, qui a la jambe coupée, c'était vraiment un mec qui était amputé. Ah ouais. Donc ils ont vraiment pris des mecs comme ça. À un moment donné, quand ils sont dans la cave, dont tuer tout le monde, il y a un militaire qui ouvre une porte-fenêtre comme ça. Jesus Christ. Hey, you okay down there? Qui penche la tête. Et le mec, c'est le perchman du film, le preneur de son arc. Chaque fois, il faisait tourner la fille que Tom Savini décapite, c'est la fille qui fait le clap dans le film. Le capitaine, c'est le capitaine de la police, c'est un type qui s'appelle Joseph Pilato, qui travaillait également aux effets spéciaux du film et qui va devenir le méchant du Jour des Morts, Day of the Dead, qui est la suite et que j'adore aussi. Et c'est lui qui fait cette espèce de militaire complètement allumé qui prend tout le monde sous son emprise. Tu vois, où on se rend compte toujours à chaque fois que les humains sont parfois, très souvent, bien plus terrifiants que les zombies. Dans la séquence du début, tu sais, quand tu as le zombie noir qui mord sa femme dans le cou là, et au bras, alors cet acteur, c'est Tommy Lafitte. Il a joué dans le Silence des agneaux et dans Jack Reacher, c'est le gars qui donne sa casquette à Tom Cruise quand ils montent dans le bus ensemble. Cool. Il faut savoir que pour notre génération, je pense que toi, Jean, c'est pareil,
Bon, Philippe aussi, hein, je t'inclus avec nous. Attends, Philippe, c'est plutôt White Zombie avec Bela Lugosi. Ah oui, il était sur le tournage. Mais il faut savoir que lorsque nous, on découvre Zombie, alors moi, j'avais une cassette pirate avant que ça sorte en France, donc c'était pas parlé en français, mais j'ai vu ça, mais c'était impressionné déjà par les effets spéciaux. Ouais, tu parles. Ces 10 premières minutes du film, et tu en prends plein la tête. On n'avait pas l'habitude de ça, hein, nous, en France, de voir des films pareils. Ce qui donne le côté culte, c'est les effets spéciaux de Tom Savini. Voilà, avant d'ouvrir le chapitre du grand Tom Savini, parce que c'est un des grands héros de ce film, je voudrais ouvrir un autre débat entre nous, qui est qu'est-ce que vous préférez, des zombies lents ou des zombies rapides? Puisqu'on va parler également du remake, bien sûr, de Zack Snyder. Ah, pour moi, les zombies ne doivent pas courir, c'est une hérésie. Voilà, donc c'est des zombies lents. Philippe? Moi, je suis partagé entre les deux. On peut faire les deux en même temps, comme c'est dans l'Armée des Morts, etc. C'est-à-dire, tant qu'ils sont pas actifs, et ils ont repris ça d'ailleurs dans la série Walking Dead, tant qu'ils sont pas actifs, ils titubent, ils sont complètement amorphes et morts. Et quand ils se mettent à s'énerver, d'un coup, ça va beaucoup plus vite, et il y en a même qui se mettent à courir. Et là, quand ils se mettent à courir en masse, comme c'est dans l'Armée des Morts, le remake, là, c'est terrifiant. Effectivement, mais bien avant l'Armée des Morts, on peut parler de l'histoire des zombies qui se sont mis à courir. Moi, je pense aussi, comme tous les puristes, que les zombies qui marchent comme ça et qui arrivent vers vous sont peut-être plus terrorisants que ces sprinters. Mais d'un autre côté, il y a pas mal de moments dans le film où on a l'impression que c'est assez facile de leur échapper et qu'à moins d'être pris sous une nuée de zombies, tu vois, on peut tout à fait leur mettre un coup de crosse de fusil dans le visage et partir en courant. Alors que quand tout d'un coup, dans les films de Danny Boyle ou même dans Le Retour des Morts Vivants, c'est brains, more brains. Eh bien, ils se mettaient à courir, ou comme tu disais dans l'Armée des Morts, tu vois, ça fait peur quand même, moi je trouve. Je pense que c'est ça. La frénésie comme ça, tu sais, dans l'Armée des Morts, quand ils finissent par envahir un bus entier. Et tout ça en courant, en hurlant, en montant sur les toits et tout ça, moi j'avais carrément les jetons. C'est beaucoup plus effrayant que des titubants, tu vois. Et puis tu te rappelles, Jeff, les puristes disent également que ce ne sont pas des zombies mais des infectés. Et ils ont raison, mais dans les films de Danny Boyle, qui sont quand même des hommages directs aux films de Romero, ils courent. Et ça fait très peur aussi quand même. Ouais, mais moi je trouve que justement que le rythme du zombie, c'est ça qui donne le côté angoissant. Quand tu les vois dans World War Z, là, tu vois ces trucs numériques là, qui grimpent sur les murs. J'aime bien. Je trouve ça ridicule, franchement. Zombies cannot run. I say this definitively, as the grandfather or the godfather of zombies. Zombies cannot run. So anyone who has a zombie running, don't listen to that person. Their ankles would snap. I mean, you know, what did they do? Go and join a spa the moment they rose from the dead? Give me a break. They're dead. Zack Snyder, je trouve qu'il a été quand même assez respectueux de l'œuvre de Romero. Alors déjà, il a engagé des acteurs du film. Tu as Tom Savini, qui est interviewé à la télé. Tu as Coy Renninger, qui joue le rôle d'un mec de l'armée. Et tu as Ken Fury, qui fait aussi un caméo, qui joue un téléévangéliste, qui reproche l'homosexualité, les relations hors mariage, etc. Alors l'actrice n'y est pas. L'actrice qui s'appelait Gillian Ross, qui s'appelle toujours. Ouais. Et à un moment donné, dans le remake de Zack Snyder, il y a une fille qui est dans un magasin de dessous. Elle est en train de s'habiller comme ça, avec dessous. Et le nom de la boutique s'appelle Gillian Ross, du nom de l'actrice du film de Romero. Mais elle est pas mal d'ailleurs, je trouve qu'elle joue pas mal. Elle m'a fait penser par moments presque à Frances McDormand, tu sais, c'est une actrice qui est tout à laquelle on peut croire tout d'un coup qu'elle a une histoire d'amour avec ce pilote d'hélicoptère et que ce sont des gens entre guillemets normaux et pas des acteurs hollywoodiens, si tu veux. Comme ils sont tous de Pittsburgh, plus ou moins, il y a un côté milieu de l'Amérique qui est quand même qui renforce la terreur. Les acteurs bossaient tous dans un bar à New York. Que ce soit David, Scott. Et cette fille-là n'avait jamais tourné quoi que ce soit. Et elle mitonne complètement devant Romero. Elle fait, ouais, moi je suis... Alors, ils étaient dans une petite école de théâtre, tout ça. Et d'ailleurs, elle explique qu'elle était avec une grande professeure de théâtre russe. Et elle me dit, chaque élève venait, et la professeure dit, vous travaillez sur quoi en ce moment? Alors, elle disait, moi, je fais Tchekhov, La Mouette. Elle fait, moi, je fais du Shakespeare, etc. Et moi, elle fait, moi, je fais Zombie. Ah bon, mais c'est quoi ton vie? C'est de quelle hauteur tout ça? Et elle explique son rôle, etc. Elle fait, là j'ai une scène avec un zombie Hare Krishna. Elle dit, mais zombie Hare Krishna, je connais pas cette pièce, elle lui dit. On va en reparler. Et elle lui dit, et donc tous les lundis,
j'allais à ce cours de théâtre et ma prof me dit alors ils font quoi tes zombies aujourd'hui? Et donc mais c'est vrai que les zombies on va y revenir, mais ils ont chacun, c'est un peu comme les Schtroumpfs, hein. Bien sûr, mais parlons-en justement. Philippe, tu disais très justement qu'ils sont tous, ils ont tous des vêtements extrêmement qui ont l'air d'être sortis du pressing et ils sont pour des gens en décomposition, ils sont plutôt bien habillés avec leurs chemises de flanelle. Oui, c'est très étonnant et pour moi c'est ça qui vieillit le film parce que j'ai pas du tout la même approche que vous deux sur le film parce que je l'ai pas connu à l'époque de sa sortie, j'ai pas connu le côté les cassettes qui circulent sous le manteau, le René Château. Fais pas ton vachot. Non mais ça m'est vraiment passé par-dessus la tête et donc quand je le revois maintenant, je l'ai revu il y a une dizaine d'années, je l'ai découvert il y a une dizaine d'années. Et déjà, bon, j'avais trouvé que ça avait pris un sacré coup de vieux, mais j'avais vu les racines, du film. Bon, les enfants. Pardon. Ok, papa. Vas-y. Bon. Ce qui m'avait intéressé, c'était que je voyais les racines de toute la mythologie zombie qu'il y a eu après. Tu vois, les séries, les films, les remakes, les machins, tout ça. Donc, ça, c'était très intéressant. Et quand j'ai revu aujourd'hui, bon, alors effectivement, tous les trucs, genre les vêtements ultra propres, repassés, ça se voit qu'ils sont repassés de frais avec les mecs qui avancent en titubant avec des figures un peu bleuâtres mais qui sont pas maquillés jusqu'au bout. T'as le cou qui n'est pas maquillé, tu vois. Donc c'est tout ça. Moi, j'aime bien quand les films sont ouais, mais c'est vrai. Mais vous avez remarqué dans ce genre de film, et on voit ça aussi dans La Planète des Singes. Tu as ce qu'on appelle les zombies qui sont au premier plan, et tu as les zombies qui sont en arrière-plan. Si tu veux, ceux qui effectivement sont en arrière-plan sont un petit peu moins travaillés que ceux qui sont au premier plan. Mais tu as certains maquillages de Tom Savini qui sont légendaires encore jusqu'à aujourd'hui. Et je trouve que cette couleur bleuâtre est très intéressante pour les zombies. Et le sang était trop rouge, avait-il dit à l'époque. Et en fait, c'est Romero qui a tenu à ce que ce soit de cette couleur-là parce que ça renforçait le côté bande dessinée. Qu'on verrait qu'il pousserait encore plus jusqu'au bout avec Creepshow, si tu veux. Et c'est vrai que on est ailleurs. C'est une. Ouais, pour revenir aux effets spéciaux dont on parle évidemment, mais c'était de l'artisanat. C'était pas du tout. Jetez un œil sur ce qu'on appelle le making-of du film. Ce que fait Tom Savini à l'époque, c'est exceptionnel. Pour faire des décapitations, des têtes explosées, etc. Bon, évidemment, si tu commences à avoir des défauts, mais on a tous regardé ce film image par image. Alors, la tête explosée, c'est la première fois, je crois, que ça se faisait dans un cinéma, une tête explosée en couleur. Ouais. Et tout le monde est venu sur le tournage. Venez, Tom va faire exploser la tête. Il a expliqué que c'était après le déjeuner. Il a pris tout ce qui traînait sur le buffet. Donc, il a mis des préservatifs avec du sang, du faux sang rouge, et il a mis des trognons de pommes, de la sauce cocktail, etc. Alors, c'était la tête de l'actrice, la tête en caoutchouc de l'actrice, parce qu'elle devait mourir normalement à la fin du film. Elle se jetait sur les pales de l'hélicoptère pour se faire décapiter, mais ils n'ont pas fait ça. Donc, il a pris cette tête-là, ce moulage d'ami, il a refermé, il a recédé, il a tourné. Alors, au départ, ils sont pas bleus, ils sont gris, mais c'est l'image qui a donné du bleu, mais au départ, c'est gris. Et donc, il a mis cette fausse perruque. Alors, elle est très mal faite, cette tête, si tu fais l'arrêt sur image. Et c'est Tom Savini qui tire dans cette tête et qui explose le truc. Voilà. Incroyable. Mais tu as vu, Philippe, pour tous les effets, justement, où on tire dans les têtes qui explosent, ils pouvaient pas mettre ce qu'on appelle les squibs, parce que tu peux blesser quelqu'un si tu le mets sur son crâne. Donc en fait, ils avaient un effet d'air comprimé qui fait qu'ils tiraient quelque chose en arrière, et c'est ça qui faisait que, en fait, on voyait cette espèce d'explosion derrière. Mais Savini, on peut parler un petit peu de lui, parce qu'il c'était un ancien du Vietnam, et il dit que c'est là qu'il a appris justement son métier, en voyant les horreurs du champ de bataille, et qu'il les a ramenés. Tu le connaissais, Philippe, que Tom Savini, bien sûr, en tant qu'acteur aussi? Oui, je l'ai vu dans des petits rôles dans les films de Tarantino, pas de Tarantino, tu vois ce que je veux dire, Rodriguez. De Rodriguez, c'est ça, ouais. Voilà, je le connais, bien sûr, de gueule, et il est marrant d'ailleurs comme acteur. Il a une présence, il a une folie réelle. Ouais, il est intéressant, intéressant. Mais voilà, je te dis, comme j'entends complètement le discours de Jeff sur les têtes explosées, les machins, mais c'est un film qu'il faut pas découvrir tard, ce que j'ai fait, hélas. C'est-à-dire, moi, j'ai pas du tout la même indulgence, la même nostalgie, tu vois, la même. Ça rapporte à l'enfance, à l'adolescence, tu vois, tout ça. Oui, moi, mais en dehors de. Découvert adulte. Je comprends, mais en dehors de cet aspect de nostalgie, tu te rends compte quand même, il y a une espèce de satire derrière et d'humour noir qui court à travers tout ce film, justement, et qui fait que Romero, comme disait Jeff, est très très prémonitoire et très prescient de ce qui arriverait non seulement dans les films de zombies à venir, mais tout simplement dans notre société. Et en fait, tu vois, quand on est sur ces plateaux de télévision et qu'on sent l'apocalypse, le mec, il arrive quand même à créer une apocalypse crédible avec 3 francs 6 sous, si tu veux. Comme c'est quand même... extrêmement bien foutu, et il filme plutôt bien l'action. Alors c'est vrai que c'est quand même du grindhouse, comme tu dis, c'est-à-dire que c'est pas complètement, c'est pas, il y a des moments où on voit un peu les ficelles et tout, etc., mais ça reste, je trouve, un film qui est assez puissant. Mais il y a effectivement peut-être le facteur nostalgie qui peut jouer aussi un petit peu.
La nostalgie joue énormément, je pense, hein, pour l'appréciation de ce film de zombies, mais par contre, elle joue pas du tout dans La Nuit des Morts Vivants, comme je le disais tout à l'heure, qui reste un bon film tout court, quoi, c'est-à-dire nostalgique ou pas nostalgique, tu vois. Parce qu'il est en noir et blanc, tu vois mal, tu vois La Nuit des Morts Vivants en couleur, c'est une catastrophe au niveau des effets spéciaux, pire que Zombie. Et donc ils ont fait en noir et blanc déjà pour éviter qu'on voit les grosses ficelles justement de. Alors c'était pas Tom Savini à l'époque parce que il était au Vietnam, il me semble. Et en plus, on parlera un jour de La Nuit des Morts Vivants un peu plus avant, mais je voulais quand même vous dire que la raison pour laquelle il avait fait pas du tout d'argent sur le film, Romero, c'est qu'en fait, au moment de déposer le film, ils avaient fait une erreur au moment de remplir le formulaire, ce qui fait que le film est entré instantanément dans le domaine public. Et ce qui explique pourquoi il y a eu des centaines de remakes depuis, et que Romero n'a pas vu un centime sur le film. Donc il a voulu se rattraper après, avec Argento qui lui a tendu la main. Alors peut-être qu'on peut parler un petit peu des différentes versions du film à propos d'Argento et de la musique de Goblin. Donc Argento avait négocié donc les droits d'exploitation et de faire le montage qu'il voulait, d'accord, avec la musique qu'il voulait. Et Romero avait rien le droit de dire dessus. Donc la version européenne dure 2 heures, celle de Romero dure 2h07. Ils ont présenté une version longue à Cannes, parce que le film en 83 avait été amené à Cannes aussi, hein, qui durait 2h17. Et il y a un cut de fan que mon pote Malik m'a envoyé, qui dure 2h34. Et en fait, c'est un mix des deux films, celui de Romero et d'Argento. Ils ont additionné toutes les scènes que chacun avait enlevées, soit Romero, soit Argento, et ce qui fait un film au total de 2h34. Philippe, tu as vu quelle version ? J'ai vu l'American Director's Cut. D'accord, donc c'est 2h07, la plus longue. La plus longue. Et toi, Jeff, Moi, je les ai toutes revues. D'accord. Est-ce que tu trouves que, parce que moi j'adore quand même la musique de Goblin, qui est quand même plus spectaculaire que la musique qui était presque de la musique au mètre, tu vois, dans la version de Romero, parce qu'il n'y avait pas d'argent. Et il y a des moments où c'est un peu cartoon quand même. T'as vu que quand il y a un sifflet de clown et des trucs comme ça sur les zombies, il y a presque une volonté de comédie et de cartoon, ouais. Quand ça part à la tarte à la crème, c'est du Laurel et Hardy et c'est du Chaplin. Hein. Le film aurait pu même être muet si tu regardes Zombie. Ouais. Tu aurais pu ne pas avoir de dialogue par moment. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est pour décompresser parce que quand tu prends le premier quart d'heure du film, le rythme que met Romero, alors ça, il a pris ça dans la pub, d'être très concis, très rythmé, très rapide. Au départ, tu pars sur un truc et il avait dit toutes les 6 minutes, il faut qu'il se passe quelque chose. Ah ouais. À l'époque, genre la scène où tu as les deux gamins, alors c'est vrai que les deux gamins qui sautent sur Ken, ce sont les neveux de Tom Savini. Ah ouais, d'accord. Et voir des gamins se faire tuer à bout portant, excuse-moi, c'était chaud à l'époque, ça te met mal à l'aise. Hein. Parce que quand ils tirent sur des adultes zombies, bon, c'est... Mais des gamins, et bizarrement, les gamins courent. Ah, c'est drôle, ouais. Bon, si tu regardes, pourquoi, on ne sait pas. J'ai jamais pu rencontrer. Mais Philippe, toi, tu es un spécialiste mondial du film de zombies. Tu as même vu quasiment toute la série de The Walking Dead, je crois. Oui, je suis un des rares à avoir tout vu, ouais. Mais c'est vrai que après les Walking Dead, qui étaient assez formidables, en particulier dans les premières saisons, il y a eu ce qu'on peut appeler un peu une zombie fatigue qui s'est installée. Oui. Et c'est vrai qu'il y a quand même un côté un peu répétitif. Et qu'à part les films de Boyle qui arrivent à intervalles réguliers, ou alors des films asiatiques comme le Dernier Train pour Busan, tu vois, qui tout d'un coup donne un coup de sens en mode jeu de mots au genre. Ouais, très très bien. Mais c'est vrai qu'il y a des grands classiques du film de zombies. Bon, vous avez vu celui, je crois que c'est celui de Fulci, où tu as un zombie qui est attaqué par un requin sous la mer? Non, j'ai pas vu ça. Fulci avait, alors c'est pas lui il avait fait un film de zombies où c'est des zombies qui débarquent à New York et les producteurs astucieusement avaient titré ça Zombie 2. Alors c'était l'enfer des zombies. Exactement. Et j'avais vu une copie toute pourrie 35 mm avec mon pote Olivier qui avait un cinéma à Montsartou à l'époque et à minuit on s'était maté ça. L'enfer des zombies de Lucio Fulci et c'est retitré honteusement. Zombie 2. À l'époque de The Walking Dead, Philippe, il y a eu un pic et il y a même Schwarzenegger qui a fait un film de zombies qui s'appelait Maggie. Tu l'as vu, non? Oui, qui était correct, à très petit budget et puis très petit. C'est-à-dire c'est vraiment lui et sa fille qui devenaient un zombie petit à petit. Ah, d'accord. C'est pas vraiment un film de zombie. Plus émotionnel, mais là ces jours-ci sort un film qui s'appelle Good Boy, où c'est l'histoire d'un chien qui est tout d'un coup au milieu d'une apocalypse zombie, et ça a l'air assez formidable. C'est un chien qui est le chien du metteur en scène, qu'il a élevé et dressé depuis des années pour faire ce film, donc il n'a pas été maltraité sur le plateau par des zombies, et apparemment c'est un postulat de départ qui est amusant et qui peut peut-être une fois de plus donner un peu de nouveauté à un genre moribond.
L'avantage des films de zombies et de la série Walking Dead, que vraiment moi j'aime beaucoup, il y a 2-3 saisons un peu faibles, mais dans l'ensemble c'est quand même vachement bien, c'est que scénaristiquement parlant, tu peux rester très basique, tout en restant passionnant. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de circonvolution psychologique, de rapports humains trop compliqués, etc. Il faut sauver sa peau, il faut courir, il ne faut pas se faire mordre, il faut les tuer en leur pétant la tête. Donc c'est quand même assez simple, mais ça permet des variantes quasiment infinies, quoi. Ouais. Lors des premières projos, donc à Pittsburgh, les femmes sortaient. Dès qu'il y avait la scène au début dans le truc, Romero dit les femmes sortaient. Et l'acteur qui joue Scott, là, le blond, sa grand-mère insiste pour aller voir le film. Son premier, non, mais mamie, ça va pas te plaire. Si, je veux le voir, je veux le voir. Et il raconte dans les bonus, il dit la scène où au bout de 5 minutes, la tête explose, elle fait bon, allez, on s'en va. J'ai pas pu voir le film. Exactement. Il y a aussi quand même des influences, tu vois, sur The Warrior, Mad Max, quand tu vois ces bikers qui rentrent dans le centre commercial, en fait, tu dis qui sont les méchants à ce moment-là. Ouais, tu vois, absolument. C'est pas vraiment, parce que les zombies, ils reviennent là, comme ils disent, par habitude de consumérisme, donc c'est un endroit où ils font du shopping, où ils sont bien, donc ils reviennent là, c'est une assurance. Et tu as un peu ça, Jeff. Excuse-moi, tu as un peu ça, Jeff, aussi, avec les rednecks qui partent à la chasse aux zombies au début. Ça m'a fait penser à tous ces pêcheurs du dimanche dans Les Dents de la Mer, tu sais. C'est ces gens qui, tout d'un coup, se deviennent des héros comme ça, et qui, en fait, tuent ces pauvres zombies qui sont là. C'est pas facile pour eux, tu vois, les zombies. Petite anecdote inutile, mais indispensable. Quand il y a 2 rednecks qui sont logés dans l'herbe et qui dégomment des zombies comme ça, celui de droite barbu, Tom Savini le retrouve sur Creepshow. C'est un vrai fusil qu'il utilise. Wow. Et sur Creepshow, il le revoit et Savini lui a racheté ce fusil. Il fait donc il est chez moi. C'est le fusil de zombie. Ouais. Extraordinaire. Mais Romero a l'élégance de dire que sans Dario Argento, Zombie n'aurait jamais existé. Ah ouais, c'est sûr. Parce que c'est lui qui a lancé le financement du film. Ouais. Et surtout, il m'a dit, il m'a laissé une totale liberté. Il est venu une seule fois sur le tournage. Il n'est pas du tout été intervenant ni rien. Alors, il y a des petits trucs, il faut savoir aussi, évidemment, il n'y avait pas d'armurerie dans le centre commercial. Donc, ils l'ont tourné ailleurs, à Pittsburgh. Tout ce qui est les locaux, là en haut, le grenier, là où le gars est allongé dans le lit, etc., ça n'existe pas non plus. Ils ont été obligés de rajouter une scène quand Scott, il se fait sauter dessus par un zombie mannequin. Il se fait sauter dessus, il enfonce le tournevis, etc. Cette scène n'était pas du tout prévue. Et en fait, parce qu'il s'était mis un sweat autour de la taille, Scott, et il se rend compte au bout d'un moment que toutes les scènes qu'ils ont tournées, il n'avait plus le sweat. Ils se disent merde. Et par souci d'économie, plutôt de refaire toutes les scènes, ils ont dit bon, on va faire une scène où il se fait attaquer par un zombie et il enlève son sweat qui est autour de la taille. C'est ce qui fait cette scène. L'histoire du tournevis. En fait, Romero avait appelé Savini avant le début du tournage. Il fait faut que tu me trouves plein d'idées pour avoir des morts spectaculaires et des nouvelles morts au cinéma. D'où les décapitations, l'appel d'hélicoptère, tout ça. Voilà. Non, c'est fantastique. Philippe, tu as entendu parler des vidéos nasties? Non. Alors, ce sont tous ces films dans les années 70 et 80 qui ont été interdits en Angleterre. C'est-à-dire qu'ils ont carrément été retirés des vidéoclubs et tu n'avais pas moyen de les voir pendant 30 ans tout d'un coup. Et tu avais notoirement Evil Dead, celui-là effectivement, qui tout d'un coup était trop pour des grand-mères anglaises à l'heure du thé, comme la grand-mère du héros du film. Mais c'est étonnant. Et bon, le film est un gros succès mondial. Et Savini, il avait écrit un livre aussi qui a très très bien marché, qui s'appelle Bizarro, et c'est ses premiers livres où on apprenait aux gens à faire des effets spéciaux, tu sais, gore. Et ça, à une époque, c'était très en vogue, à l'époque de Fangoria, tu sais, nous on avait, je crois, Mad Movies en France, mais Fangoria, c'était un magazine qui était très 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 populaire en Amérique. Alors maintenant, c'est un peu tombé dans l'oubli, mais c'était une époque où le gore fleurissait à travers le monde. Mm-hmm. C'est marrant d'ailleurs, il faudrait analyser ça. Pourquoi à ce moment-là, pourquoi ça fascinait autant de voir des têtes exploser, des bras arrachés, tu sais, tu avais le Vietnam, on sortait tout juste du Vietnam, c'est une grande période de serial killer avec des Ted Bundy aussi et des gens comme ça. C'est avant la police scientifique, donc c'était plus difficile de les appréhender. C'est une époque où les gens faisaient encore du stop, donc c'était merveilleux pour les serial killers, ça. Et donc c'est vrai que c'était une époque violente, tout simplement. Watergate et compagnie, not exterminated becomes one of them. It gets up and kills,
The people it kills get up and kill. Et il y a un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est que dans aucun des films, je crois que dans La Nuit de Mort-Vivant c'est pareil, tu pourras peut-être me le confirmer Philippe, on n'explique pas l'origine de cet apocalypse zombie. Et ça, c'est beaucoup plus fort que d'avoir dit « Ah bah c'est un conteneur nucléaire radioactif » ou « c'est un ceci, c'est cela », tu vois. Non, et c'est pas expliqué. Simplement, dans le premier, il précise que c'est des morts qui sont sortis de leur tombe. Alors que là, pas du tout. Là, ne serait-ce que par la propreté de leurs vêtements, on sait bien qu'ils sont pas sortis de leur tombe. No more room in hell. Tu as cette phrase magnifique que vous avez dite en début de film, c'est quand il n'y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur Terre. Phrase qui est dite dans le film par Ken Foree quand il parle de son grand-père qui était un prêtre de vaudou. You know Macumba? Voodoo. When there's no more room in hell, the dead will walk the earth. Ce qui nous ramène aux origines des zombies, avec White Zombie, le film préféré de Philippe, avec Bela Lugosi, où les zombies ressemblaient aux gros méchants de Laurel et Hardy. T'as vu, c'était quand même des zombies très différents. Hein. Très drôle. Oui, et aussi pour l'émission, j'ai vu peut-être le premier film de zombies qui s'appelait I Walk with the Zombie. She makes a beautiful zombie, doesn't she? Ah ouais. De Jacques Tourneur. Wow. Alors, c'est marrant. Là, c'est complètement lié au vaudou. Ce qui a été le cas pendant enfin, tous les zombies qu'il y a eu avant la Nuit des Morts Vivants, c'était lié au vaudou, de toute façon. C'est ça. C'est-à-dire, il fallait faire des cérémonies, des trucs pour les ramener à la vie. She doesn't bleed. Zombie. But I don't know about zombies, Doctor. Just what is a zombie? A ghost, a living dead. Mais dans le I Walk with the Zombie, en fait, le principal, c'est un grand Africain où ils ont mis des faux yeux exorbités comme ça et qui attend debout devant un sentier. Il n'est pas très inquiétant. Un excellent film de zombies, Jeff, avant de te laisser la parole, que tu as peut-être vu, c'était Le Serpent et le Rainbow de Wes Craven, où tout d'un coup on avait justement des zombifications qui étaient extrêmement crédibles. Why are they coming here? Memory, maybe. Instinct. Maybe they're coming for us. J'ai un deuxième quiz pour vous. Est-ce que vous saviez que sur le remake de Snyder, qui est-ce qui s'est occupé du maquillage des zombies? Ça m'a halluciné. On parlait de Wes Craven il y a une seconde. C'est Heather Langenkamp elle-même, qui était Nancy. Ah, l'actrice. Ouais, l'actrice du film. Qui, avec son mari, s'occupait de maquiller des zombies. Tu te rends compte, t'as la fille qui a affronté, donc elle s'y connaît un petit peu en mort-vivant grâce à Freddy Krueger, mais là, elle s'occupait carrément des maquillages. C'est dingue. Il faut savoir que pour recruter les zombies sur le film de Romero, ils allaient dans les facs, ils filaient des flyers. Ils disaient, voilà, on vous donne un lunchbox, café à volonté, on vous maquille, on vous file $20 et vous êtes des zombies. Alors, ils venaient tous, évidemment, mais ils voulaient tous avoir des morts bien spéciales. Tu sais, celui qui est obèse, qui a un maillot de bain, tu sais, qu'on voit dehors, etc., et qui tombe, il faisait un froid de canard, c'était en plein hiver. Et le mec disait, mais couvre-toi. Il fait, non, je vais être un vrai zombie, je veux pas me couvrir, je vais être bien blanc comme un vrai zombie. Et ils ont fait quelques conneries, évidemment, parce qu'ils venaient grimés en zombie, ils allaient manger chez McDo, ils étaient encore en zombie. Ils ont récupéré une voiturette de golf. Ils ont tout défoncé dans le centre commercial, donc ça coûtait de l'argent à la prod. Et tu sais, il y a une scène où on voit un photomaton. Ouais. Ils ont fait des photos en zombie et ils ont enlevé les photos de présentation du photomaton pour mettre leur gueule en zombie. Et personne ne les a vus, sauf le directeur du centre commercial qui a gueulé. Il fait, mais comment vous voulez qu'on fasse des photos si on pense qu'on sort en zombie? C'est très drôle. Et on peut parler maintenant effectivement du zombie Hare Krishna, peut-être le plus grand zombie de l'histoire du cinéma. L'ami de Philippe. Mon idole. Un zombie Hare Krishna avec une robe impeccable, bien sûr, la peau bleue, et qui titube, mais pas comme les autres, il titube comme un balancier, tu sais. Il est formidable. Il a des lunettes. Ouais. Mais il est extraordinaire parce que là, on a l'impression, on ne sait pas si on est dans Airplane ou dans un film de zombies, mais en même temps, ça marche. Son nom, c'est Mike Christopher. Ah oui, c'est un membre d'un groupe, le groupe Fluide, groupe de musique. Incroyable. Il a une scène importante parce qu'il affronte effectivement l'actrice à un moment et on sent que Romero lui a donné quand même quelque chose à faire à ce zombie Hare Krishna, mais c'est une grande tradition. Il y a un zombie clown dans Le Jour des Morts, donc tu as toutes sortes de zombies à chaque fois qui ont des personnalités et ça on sent que Romero s'amuse beaucoup avec Savini à créer des véritables zombies, ceux que j'appelle les zombies de la liste A, c'est-à-dire ceux qui sont pas dans le background. Premier plan, ouais. Voilà. Vous connaissez comment ça s'appelait cette manifestation à Paris qui s'appelait le Zombie Walk? Oui, j'en ai fait une à Cannes. Voilà. Et moi, j'étais allé une fois pour prendre des photos
Et c'est très étonnant parce que d'abord, les maquillages sont vachement bien pour la plupart. Mais c'est vachement bien. Il s'est soigné, t'as des haches plantées dans les têtes, t'as des yeux qui pendent. J'en ai fait une au Festival de Cannes. C'est cool. C'était mon ami maquilleur Olivier Strecker, qui est très très fort, qui faisait les maquillages de tout le monde, et tu voyais tous ces zombies sur la croisette pendant le festival. Pareil, il y a des photos qui sont excellentes. C'est drôle. Tu parlais de... Il y a une scène aussi qui m'a beaucoup marqué, c'était ce prêtre qui vient au début. Et qui explique que quand les morts se remettent à marcher, vaut mieux s'abstenir de tuer, on est vaincu d'avance. Il a sa jambe de bois, tout ça. Ouais, terrible. C'est super. Et en fait, c'était un vrai prêtre que Romero avait rencontré. Ah, c'est drôle, mais toutes ces séquences du début, il y a un tel bordel, tu sais, dans cette station de télévision et tout, ça se passe à peu près comme ça se passerait, à mon avis, s'il y avait une apocalypse zombie. C'est-à-dire que c'est quand même très très bien observé et on a une impression effectivement de fin du monde, qui est tout à fait très réaliste. Et ce qui est très formidable, c'est quand tu as cette espèce de SWAT team qui arrive dans cet appartement délabré, dans cet Audi, tu vois. Ils pensent, eux, que c'est un raid de police, ils savent pas encore qu'il y a des morts. Et tout d'un coup, petit à petit, cette espèce de film de SWAT team se mélange à des morts et tout, et on passe dans l'horreur. Et ça, c'est quand même très très bien foutu de la part de Romero, je trouve. Hey, you ain't gonna talk them out of here. You gotta blow them out. Blow their asses. Et il y a des personnages de la SWAT team, Jeff, qui est formidable. C'est le gros qui devient fou et qui se met à tuer ses propres hommes et à tuer tout le monde. Tu as vu aussi. Oui. Ah, le facho là. Ouais. Oui, c'est un pote de Romero, un pote de faction. Parce il a fait tourner que ses potes. Mais oui, à Pittsburgh. Et le pire, c'est que lorsque le maire de Pittsburgh apprenait, il fait donner tous les moyens à M. Romero pour qu'il puisse tourner, etc. Donc il lui a accès à tout ce qu'il voulait en ville. Il faut savoir que la scène au début sur le toit, c'est les bureaux de Romero. Ah ouais, c'est ça. Ils ont tourné ça un dimanche soir. Et la scène sur le parking où on voit les zombies. Alors évidemment, Romero en voulait plus de zombies, mais il avait ce qu'il avait. Ils étaient obligés de le tourner le dimanche quand le parking était vide, puisque le centre commercial était fermé. Donc ils ont tourné ça en truc. Mais en fait, si tu regardes le film, Romero, il anticipe un peu les années Reagan, tu vois. C'est ce que va devenir les États-Unis à partir des années 80. Absolument. Il y a un film de Romero que j'aime beaucoup qui reprend un peu les imageries de zombies, bien que je crois que ce sont des infectés une fois de plus, c'est The Crazies. Vous l'avez vu celui-là? Oui, c'est bien ça. Il était bien foutu, ouais. Ça aussi, c'était très prémonitoire. Et j'ai pas vu son film de vampire qui s'appelle Martin, je crois. Vous l'avez vu celui-là? J'ai vu il y a longtemps. C'est un type couché dans un lit pendant tout le film, c'est ça? Et l'acteur qui joue Martin, c'est celui il était responsable du casting sur Zombie, et c'est lui qui a le bandana au début sur le toit. Tu sais qui se fait tuer. Mais il est très fidèle, hein, il fait vraiment tourner souvent ses amis. Faut savoir que la fin du film devait être très pessimiste, ils devaient tous mourir. Ouais. Ken se met une balle dans la tête et la fille se jette sur les pales de l'hélicoptère. Mais comme elle était enceinte, elle part à l'hélico avec le seul mec survivant. Peut-être qu'ils vont recréer une nouvelle civilisation, tu vois. Mais si tu regardes, en fait, c'est une société qui dévore. Enfin, c'est des mecs qui dévorent la société actuelle pour en créer une nouvelle. Enfin, il y a tellement d'interprétations qu'on peut faire de ce film. Excuse-moi, il y a un plan, moi, qui m'a assez surpris. C'est c'est vers le début, je crois. Tu sais, on voit les types qui s'approchent de l'hélico, les zombies qui s'approchent de l'hélico. T'en as un qui a un très très haut crâne, comme Frankenstein, tu sais. Ouais. Et quand il passe sous la pale, il se le fait arracher, évidemment, par la pale de l'hélico. Mais tu te dis, ça devait être hyper dangereux, parce qu'il fallait calculer la hauteur du crâne. Il se la mange, la pale, quand même. Ouais, alors, faut savoir que c'était des mecs qui étaient... Le crâne était relié à un fil. Ouais. C'est un mec qui tirait. C'est ça. C'est parti. Et Savini, il y a un autre qui était derrière qui pompait pour que le sang sorte. Et après, donc, ils ont dit c'est bon, on a calculé, mais quand même. Mais c'est vrai, il ressemble à la créature de Frankenstein. Et j'ai une trivia à ce sujet exclusive. C'était un pote de Romero. Non, je déconne, c'était tous des potes de Romero. Mais tu sais que moi, dans ma classe, en 5e, j'avais une fille qui s'appelait Romero. J'espère qu'elle s'appelait Juliette. Non, mais le pire, c'est qu'elle s'appelait Christine Romero, du nom de la femme de Romero. Et on lui dit, t'es sûr, demande à ton père s'il n'est pas mort, parce que nous, on lui fait signer la jaquette de la cassette. Elle me dit, non, mais j'ai personne qui fait du cinéma. Mais demande à ton père, il doit avoir un cousin aux États-Unis qui s'appelle Romero. Christine Romero, c'est ce qu'elle est devenu. Vous savez d'ailleurs, dernier quiz de l'émission, vous savez le A de George A. Romero, vous savez ce que c'est le A? Ah non.
Abracadapod. Likez et souscrivez. À un moment donné, il y a une main qui tire sur Ken. Et c'est la main de Romero dans le film. Ah ouais, incroyable. J'ai reconnu. Ouais. Bah, d'ailleurs, tu verras si tu observes bien dans les petits détails. Philippe, tu as récupéré la main de Romero, je crois, d'ailleurs. Montre-la nous. Tiens. Voilà. Merde, ce qui veut dire que j'ai acheté une fausse, moi, c'est ça? J'ai pas acheté la bonne main? Ah ben non, la vraie, je l'ai depuis 1977. J'ai pas amené la mienne, j'ai pas reçu le mémo. Ce qui est très drôle dans le commentaire audio du film, il y a Savini et Romero ils sont chez Romero, hein, carrément. Ouais. Alors attends, excuse-moi, avant que tu te lances, c'est quand même les plus beaux noms de clowns que je connaisse. Et voici Savini et Romero. À toi. Ouais. Et donc ils sont chez Romero et comment il s'appelle? Et Savini, mais il est où ton chien? Parce qu'il a un chambre, il fait mais je l'ai enfermé dans la cave. Il fait pourquoi? Il fait parce que les 2 derniers commentaires audio que j'ai fait, on l'entend aboyer tout le temps sur le commentaire. Donc je me suis fait engueuler par la prod. Good boy. Donc il a enfermé son chien. C'est drôle, mais il y a des zombies hippies aussi, parce que comme on est en 77, t'as vu, il y a quand même, ils ont tous les cheveux un peu longs, et on sent que c'est la contre-culture est toujours présente, ouais. Quoi. Ils sont même plus propres, les zombies, que les vrais hippies. C'est vrai. C'est vrai, hein. Mais tiens, le zombie infirmière, le zombie à machette, le zombie à tournevis, le Hare Krishna dont on a parlé, et tiens une nonne, et elle doit la tuer, Glyden doit tuer la nonne. Et avant Romero, il fait, on va quand même pas tuer une nonne. Il fait, bon, ça va, on la laisse vivante. Tu sais, quand elle est contre, devait la tuer. Finalement, elle l'a sauvée. Il fait, comme ça, l'église catholique nous laissera tranquille. Mais la censure, en fait, c'était pas sur le côté gore, c'était sur le côté de massacrer, massacrer les gens. Ils ont dit, le film a une idéologie nazie. Alors qu'au contraire, en vraiment donné, un mec qui se fait éventrer, il a l'écusson nazi. Les bikers, c'est quand même des mecs, oui. fréquentables. Je comprends, je suis pas d'accord, mais je comprends cette polémique, si tu veux, parce que, en fait, dans tous les films de zombies, celui-là, qui a tout déclenché jusqu'à Walking Dead, tu as un moment donné où ça te semble parfaitement normal de tuer des dizaines de personnes avec des machettes, avec des flingues, tu vois, en leur tirant dans la tête et tout. Tu te dis, bon, c'est des morts vivants, on a le droit. Ouais. Mais, en fait, c'est extrêmement malsain, si tu vois ce que je veux dire? Ils en tuent par dizaines en continuant de discuter entre eux, machin, ils leur font exploser les têtes et tout. Donc c'est troublant, c'est quand même à la base des êtres humains. C'est vrai. Et il y a un truc qui est assez moderne aussi, et presque, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais woke, c'est que aussi bien chez les humains que chez les zombies, c'est très diversifié. Tu as des hommes, des femmes, des gens de différentes races et tout. Et ça, c'est Romero, l'intelligence de Romero, et puis l'Amérique, un reflet de l'Amérique de cette époque aussi. Oui. La musique, scène de Jeff, la musique aussi, tu sais, cette espèce de musique d'ascenseur qu'on entend en permanence avec ces zombies et tout, ça donne quand même une couleur étonnante à ce film. Et ça, il s'en a inspiré parce que tous les matins à 7h du matin, il devait dégager du centre commercial, parce que la musique s'enclenchait, la musique du centre commercial, donc il ne pouvait plus rien tourner. Et c'est cette musique d'ascenseur justement de centre commercial qui a donné l'idée à. Génial. Il y a aussi, tu sais, la scène où le mec il les tripe, il lui sort toutes les viscères, tout ça, les intestins. Ils ont pris des intestins, ils sont allés dans une boucherie, ils ont récupéré des intestins de vache qu'ils ont bien lavés. Et Romero a dit, celui qui croque dedans, je lui fais un gros plan. Et, ça, donc il y a un mec qui vient d'avant, ouais, je le fais. Le mec il a croqué dedans, mais il n'a pas fait le gros plan. Incroyable, mais c'est génial. Et tu as vu, c'est que des fausses boutiques, bien sûr, parce que tu n'as aucune boutique qui a accepté de prêter son nom pour le film. Pas du tout, tu rigoles ou quoi? Non. Il y a Singer. Ah bon? Non, toutes on va dire sur 200 boutiques, il avait dit, sur 150, il y en a 143 qui ont laissé leurs clés. Ah, génial, je savais pas dit, je trouve ça. Il y avait juste une fausse boutique, ils ont créé à un moment donné dans le couloir parce qu'il n'y avait rien derrière. Ils ont fait une fausse. Ah non, toutes les boutiques en question ont laissé leur. Mais Philippe, c'est un grand rêve d'enfant en particulier d'avoir un supermarché pour soi tout seul. C'est quand même extraordinaire, c'est un fantasme ça. Oui. Et puis des gens à tuer. Il n'y a pas encore eu un grand jeu vidéo zombie, je crois, peut-être, à part les Resident Evil, où tout d'un coup tu serais dans un supermarché comme ça et tu dois prendre des vivres en même temps que tu vas te défourailler à l'extérieur. Oui, c'est comme dans la série les Walking Dead, il y avait des scènes que j'adorais. Moi, c'est quand de temps en temps ils doivent sortir de leur planque pour aller chercher des médocs, par exemple, ou de la bouffe, ou des conserves. Tu vois. Et que là, tu sais que ça va être la fête parce qu'ils sont encerclés de zombies, ils les massacrent, mais alors jusqu'au dernier, quoi.
Ouais, mais il y a ce passage un petit peu quand ils vont à la chasse aux zombies dans le supermarché et ils vont prendre des vivres. Il y a une espèce de joie, d'hystérie qui est tout à fait communicative. Et il y a un truc qui est étonnant, c'est qu'une simple vitre les empêche de passer quand même s'ils disent qu'elle est renforcée. C'est vrai qu'on les voit quand même comme ça derrière la vitre, ça fait un petit peu moins peur. Et il y a un truc qui est beaucoup plus dangereux pour cette femme que tous les zombies du monde, c'est qu'elle fume alors qu'elle est enceinte. C'est quand même ça. C'est horrible. J'ai pas aimé. C'est horrible. C'est ce qui m'a le plus traumatisé, moi. J'ai failli arrêter le film. D'ailleurs, il y a eu, vous savez que le FBI a débarqué sur le tournage du film parce que l'artificier du film, qui s'appelait Gary Zahler, s'est fait voler du matériel, s'est fait voler ses pétards. Alors, les pétards, pas ceux à fumer, hein, les pétards explosifs. Il a accusé Tom Savini. Et Savini a dit, et Savini, il fait, pas du tout, je suis là, je les fabrique moi-même. Et comme il était déclaré et sous licence, ce mec-là, dès que du matériel disparaissait, il fallait déposer plainte. Et le FBI a débarqué. Et ce gars-là a été licencié, a été débarqué du film. Ils l'ont pas gardé. Quoi. Et Romero, c'est pas un mec qui utilise des grandes techniques. Hein. Il fait pas de plans séquences, des travelling. Lui, c'est tout du cut, du caméra à l'épaule pratiquement. Mais en fait, à un moment donné, il y a un léger travelling. Alors ils avaient pas les moyens de se payer un travelling. Et c'est à un moment donné, tu sais, ils mettent tous les zombies sur des chariots quand ils les mettent au frigo, tu sais. Et bien, c'est ces chariots-là qu'il a utilisé. Il a posé la caméra. Il y a un travelling où on les vend comme ça. C'est très court, mais il a utilisé ça. Alors, il y a un truc qui est formidable et qu'on voyait quasiment pour les premières fois, Philippe, et qui est devenu depuis un grand classique du film de zombies, c'est la morsure et le moment où on devient un zombie. Alors, on voit que dans les films de Danny Boyle, il suffit de recevoir une goutte dans l'œil ou sur soi et que c'est instantané. Mais là, ça prend un petit peu de temps pour que Scott Reiniger devienne un zombie. Et c'est un zombie, c'est ce que j'appelle les zombies émouvants de l'histoire du cinéma. On voit ça aussi avec Robert Carlyle dans 28 semaines plus tard. C'est tout à coup des zombies où tu te dis merde, tu vois, c'est con. Oh merde! Oh, c'est con ça! Ouais. Et il y a deux écoles sur les morsures, j'ai remarqué. T'as l'école instantanée. Tu te fais mordre, tu deviens fou et tu te mets à mordre tout le monde. C'est ça. Où il y a la morsure, où tu meurs. Ah ouais. C'est-à-dire, tu t'es infecté, tu tombes par terre, tu meurs et finalement, tu arrêtes d'avoir des soubresauts et c'est fini. Et quelques minutes après, tu as les yeux qui se rouvrent, qui sont tout rouges, et tu te lèves en grognant. C'est vrai. Et ça fait penser un peu aux vampires, ouais. Tu sais, la scène où ils prennent l'argent dans les caisses, tu sais, qu'ils jettent de l'argent en l'air, tout ça, là, c'est des vrais billets. Rubinstein va à la banque, fait un chèque en boîte de $2000, pardon, et le banquier lui donne $2000 en espèces. Incroyable. Et il dit bien aux acteurs, il leur dit bien, les gars, les billets, il faut les récupérer, parce que demain, il faut que je récupère mon chèque. Hein. Et sur les $2000, le lendemain, il récupère 1996. Il me dit, on n'a jamais su qui vous a volé $4. Zombie, il y a une scène que j'ai adorée, pardon Philippe, c'est le moment où elle est dans le supermarché, et elle est derrière la vitre et il y a un zombie qui la regarde. Et tout d'un coup, tu as un petit moment qui se passe où il se regarde et on sait pas. Elle voit ce qu'elle peut devenir et lui, il voit peut-être ce qu'il a été. Et il y a presque de l'émotion dans cette scène. Oui, presque. Salaud. C'est parce que je t'ai interrompu, t'as raison. C'est de bonne guerre. À toi. L'indépendance, Romero a toujours prononcé son indépendance par rapport au studio, parce qu'après le succès de ses films, il me dit un jour, il y a quelqu'un qui est venu me donner $1 million pour faire un film, et j'ai pas accepté. Il fait, parce qu'une fois que tu as reçu $1 million d'un producteur ou d'un studio, tu lui dois tout, tu dois lui donner ta femme, tes enfants, ta maison, ta voiture, et tu n'as plus aucune indépendance. Et moi, je trouve ça beau de la part de Romero, toute sa carrière, ne pas avoir cédé aux sirènes du hollywoodien, quoi. Voilà. Et ça l'empêcherait pas de faire 4 suites. Il y a également des suites non officielles pas tournées par lui, mais à part les 2 dernières que j'ai pas vues, Land of the Dead et Diary of the Dead, je trouve que les 3 premières sont exceptionnelles. Mais je sais pas si vous avez vu les autres, Philippe. J'en ai vu un, moi. Je crois que c'est le tout dernier. Je sais plus comment il s'appelle. C'était pas mal. Je crois que c'est Diary of the Dead qui était plus found footage. Il y en a un où il avait un peu plus gros budget avec des acteurs comme John Leguizamo et qui était Dennis Hopper, voilà, et où tout d'un coup il s'était retranché dans un building et c'était de nouveau une étude sociale entre les différentes classes de la société. Ouais. Il y en a un qui est un excellent zombie, c'est Flyboy, c'est le pilote de l'hélicoptère quand il se fait mordre dans cet ascenseur et qui revient en boitant. Il est formidable là quand même. Hein, avec son pistolet au bout du doigt. Incroyable, sans savoir s'en servir. Et il y a un autre zombie qui a un flingue tout le temps pointé vers lui. Tu sais, il marche avec sa mitraillette à l'envers, il sait pas comment se servir du flingue. Et
ces gars-là, en fait, c'était des acteurs de théâtre à New York, hein, qui avaient jamais. Et ils bossaient tous dans un restaurant. Donc, que ce soit Scott ou David, ils bossaient dans un restaurant et c'est comme ça que Romero les a repérés, quoi. Bizarrement, lui, il a pas de caméo dans le film de Snyder, je sais pas pourquoi. Ah ouais. Mais c'est vrai que c'est comme Fort Apache, c'est Fort Zombie. C'est quand même un siège, il y a un côté western, et il y a cette violence. Et les bikers, ils font vrai. Moi, je me suis demandé s'ils sont pas allés chercher des vrais Hells Angels, parce qu'ils font pas acteurs. Hein. C'est des vrais motards. Des vrais motards c'est qu'ils ont voilà, pris. c'est ça. Des potes de Romero. Bon, je pense quand même qu'ils leur ont rajouté le logo de la croix gammée, j'espère, hein, qu'ils l'avaient pas sur eux quand même. C'est possible, effectivement. Et j'aime bien la scène aussi où le gars Scott descend l'escalator, tu sais, au milieu là, il descend comme ça. Et ça, c'est une idée de l'acteur qui a proposé ça à Romero pour donner du rythme. Et Besson refera la même scène avec Jean-Hugues Anglade dans Subway. Et maintenant, que celui qui a encore quelque chose à dire sur Zombie le dise, ou qu'il se taise à tout jamais. Ouh. Bien, merci messieurs les zombies pour cette virée mortifère à Pittsburgh. Vous fûtes de vaillants chasseurs de zombies. Et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube pour aider le show à continuer avec plein de surprises. Et tous les 15 jours, une nouvelle fantastique vidéo du virtuose Romulus Lenov. Son Katia Lazareva, ou plutôt Laza Cauchemarda. Et maintenant, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Jeff Domenech, les Américains ont Romero, et nous on a Eric Romer. Philippe, c'est bon. Merci de votre attention. Parfait, je suis Jean Vipère pour Kinopod, qui vous souhaite un très joyeux Halloween. Et maintenant, dans les mots immortels du grand philosophe Alice Cooper, I love the dead before they're cold, their bluing flesh for me to hold. I love the dead before they rise, no farewell, no goodbye. I love the dead. I love the dead. They're coming to get you, Barbara. Je conseille à tous les fans du film ce magnifique coffret Blu-ray avec les 3 versions du film. Super. Et l'excellent hors-série Mad Movie consacré au grand George Romero. On attend celui d'Eric Romer.